Bonjour et bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, responsable du pôle écosystème et développement de la Banque des Territoires. Alors nous nous retrouvons ce matin pour un nouvel événement avec Benjamin Zimmer. Donc bonjour Benjamin, qui est pour l'instant dans la salle, qui est le directeur délégué associé de Silver Alliance et que je connais depuis un nombre élevé d'années. Nous tairons ce nombre. Et cet événement vient clôturer notre cycle autour des enjeux du bien vieillir dans les territoires. Depuis début 2023, nous avons en effet organisé plusieurs événements afin d'aborder cette thématique qui nous est chère, sous le prisme à la fois des enjeux d'accessibilité territoriale des solutions du bien vieillir et des solutions innovantes destinées à accompagner le vieillissement et l'autonomie des seniors, notamment dans les plus petites villes. Et si nous avons justement pu écouter Benjamin lors du dernier rendez-vous Startup, nous le retrouvons aujourd'hui dans un format auquel je tiens particulièrement, le Up Talk. Ce format d'événement, en fait, c'est une conférence courte, dynamique, impactante. Attention Benjamin, on t'attend du coup, sur un sujet de fond et inspirant, et toujours en lien avec l'actualité et la programmation du Hub des Territoires. Alors, mais avant tout, pour celles et ceux qui ont réussi à braver les grèves et qui sont aujourd'hui ici au Hub des Territoires ou qui sont connectés pour la première fois, quelques mots de rappel sur ce qu'est le Hub des Territoires. Alors, le Hub des Territoires, c'est un dispositif qui est résolument tourné vers l'externe, c'est-à-dire vers nos partenaires et au bénéfice de nos clients partout sur le territoire. Il incarne la stratégie écosystème de la Banque des Territoires, donc stratégie d'ouverture à l'externe. C'est un dispositif hybride, à la fois un lieu physique ici, à côté d'Austerlitz, mais aussi un dispositif digital, puisque tous les événements sont captés et retransmis à distance. Il est destiné à réunir et à animer l'ensemble de l'écosystème de la Banque des Territoires, à faire collaborer public et privé, c'est-à-dire les acteurs territoriaux, les collectivités, les bailleurs sociaux, etc., mais également les partenaires institutionnels, les associations, les experts de la Banque des Territoires, les experts externes et aussi bien sûr des acteurs privés. Il vise aussi à inspirer les réussites territoriales et enfin à donner toutes les clés pour accélérer la transformation des territoires. Alors pour cela, nous avons une programmation riche qui se décline selon des formats variés, événements, ateliers, débats, retours d'expérience. Depuis 2021, nous avons organisé près de 150 événements qui ont réuni plus de 8300 participants en ligne et en présentiel et avec plus de 600 intervenants. Pour ne rien manquer du restant de notre actualité, je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à notre newsletter. Vous retrouverez le lien sur la page internet du Hub ainsi qu'en barre de chat Teams. Nous voilà donc réunis pour un Up Talk qui, je l'espère, sera riche de sens et d'analyse sur la transition démographique d'une part et la transition écologique d'autre part, deux thématiques qui sont aussi bien ancrées dans l'ADN du Hub des Territoires que dans celui de la Banque des Territoires. Pour terminer ce cycle, il nous tenait donc à cœur de traiter ces deux problématiques qui ne doivent pas être abordées parallèlement, puisque le constat est clair, élus et décideurs sur tous nos territoires vont devoir traiter la transition écologique et la transition démographique, non pas l'une après l'autre, mais l'une avec l'autre. Et je laisse la parole à Benjamin qui va nous apporter son éclairage sur ce sujet. Bon événement à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci Blandine pour cette introduction. Donc la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, la transition, est-ce qu'il faut réconcilier ou est-ce qu'il faut concilier transition démographique et transition écologique est nécessaire? Eh bien, je vais tenter d'y répondre. Et pour commencer, je vais déjà me présenter. Et puis ensuite, nous allons faire un petit questionnaire où je vais vous inviter à répondre à des questions pour tout simplement tester un peu vos connaissances avant de rentrer dans le vif du sujet. Blandine m'a demandé d'être impactant. Je vais essayer de l'être. En tout cas, je n'aurai pas de langue de bois. Si vous avez eu l'occasion hier soir de regarder France 5 et l'émission C'est ce soir, il y avait un grand débat sur la réforme des retraites, qui est un petit sujet d'actualité. Et dans ce sujet d'actualité, les différents commentateurs de cette émission parlaient très vite de la transition écologique. Donc on voit bien que dès qu'on touche
à la retraite, qui est finalement comment on va financer notre vieillissement, tout de suite, on pose la question de l'écologie et du pouvoir qui est en place et de la gouvernance qui est mise en place pour traiter ces différentes problématiques. Alors déjà pour commencer, donc je suis Benjamin Zimmer. Donc là je vous apprends pas grand chose. J'ai eu l'occasion il y a une dizaine d'années de travailler avec la Caisse des dépôts et c'est à cette occasion que j'ai connu Blandine au moment où en fait je fondais un écosystème de l'innovation qui s'appelle aujourd'hui Silver Valley et auquel la Caisse des dépôts était un des contributeurs financiers pour le démarrage de cette organisation. Cette organisation, aujourd'hui, elle fait sa vie. C'est une association à but non lucratif. Il doit y avoir un peu plus de 300 adhérents et qui est tournée, comme son nom l'indique, vers la silver economy ou en français, la transition démographique. Donc elle accompagne beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises à développer des biens et des services dans tous les secteurs d'activité et je parlerai tout à l'heure de la transition démographique et de son périmètre. Je suis quelqu'un qui aime prendre la parole, mais pas prendre la parole pour augmenter le nombre de pins que je vais avoir à gauche de ma veste, mais pour tout simplement vous faire partager mes convictions, et parfois elles sont contraires à celles que vous avez. Mais l'objectif, c'est de débattre, et moi j'aime bien aussi me battre sur mes idées qui me semblent être celles du 21e siècle, à savoir que les vieux, les personnes âgées, les seniors, peu importe comment on les traite, sont maltraités en fait en France, et particulièrement par notre économie qui les oublie, alors que c'est eux qui sont les premiers contributeurs en termes de moteur de croissance dans beaucoup de secteurs d'activité. Alors j'ai étudié au Québec, j'ai fait un doctorat en gérontologie il y a un peu plus de 10 ans. Je suis revenu en France où j'ai fait un doctorat en génie industriel au sein de l'École Centrale Paris, devenue depuis l'organisation centrale Supélec. Pendant ma thèse, j'ai fait une thèse sur les clusters d'innovation. J'aurais dû déposer le mot cluster parce que 10 ans après, on en parlait beaucoup plus, mais peut-être pas de la même manière. Et ça m'a permis de créer Silver Valley. Et puis, quand vous avez fait beaucoup d'entrepreneuriat, que vous avez aidé beaucoup d'entreprises à lever des fonds, puisqu'il y avait quand même beaucoup de startups, et on était dans le moment où on parlait beaucoup de Startup Nation, vous vous dites que vous pouvez peut-être faire autre chose et contribuer en fait à la distribution de tous ces produits, tous ces services qui sont inventés par des jeunes entreprises innovantes, et faire le lien avec le monde du CAC 40 ou les grandes entreprises qui peuvent aussi participer à cette filière industrielle. Et c'est pour ça que je me suis associé au groupe WeCare, qui est le leader des services à la personne en France, pour créer une organisation qui s'appelle Silver Alliance. Comme vous l'avez compris, dans mon ADN, je suis pour le collaboratif. J'ai créé Silver Valley avec plein d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se connaître et parfois même qui sont concurrents sur le papier. Et en fait, en se parlant, ils s'aperçoivent que leurs modèles sont différents, qui sont plutôt complémentaires. Et chez Silver Alliance, l'idée, c'est de faire la même chose que ce qui a été fait dans l'aéronautique avec SkyTeam, à savoir mutualiser du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-faire faire, et puis co-investir dans le développement d'une filière. Donc SkyTeam, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait une alliance de marques de 20 compagnies aériennes qui mutualisent en fait les couloirs aériens et également aussi toute la logistique, vos tablettes dans les avions, et jusqu'à la carte Miles quand vous prenez beaucoup l'avion et que vous cumulez des points quand vous voyagez. Donc, c'est des programmes de fidélité, de fidélisation des clients. Et depuis 2 ans maintenant, je suis vice-président d'une organisation qui s'appelle Entreprise et Progrès. Parce qu'au final, tout ce que je fais, moi, c'est pour faire progresser à mon échelle l'économie française. Et Entreprise et Progrès, ça a été créé il y a maintenant 50 ans par 2 visionnaires, puisque c'était les présidents de Danone et le président de L'Oréal. Qui avait mis en fait, je vous invite à écouter si ça vous intéresse les discours du patron de Danone il y a 50 ans à Marseille, qui en fait explique ce que c'est qu'aujourd'hui l'entreprise à mission. Avec ces mots, il y a 50 ans,
Et vous voyez qu'il a fallu 50 ans pour que beaucoup d'entreprises deviennent des entreprises à mission. Donc c'est intéressant. Et moi, ce qui me passionne, c'est finalement comment on contribue à corréler performance financière et performance extra-financière. C'est toute la mission que j'ai dans Silver Alliance pour justement améliorer la croissance des entreprises, mais une croissance qui va être limitée compte tenu des ressources de notre planète, même s'il y a beaucoup de personnes âgées et qu'il n'y a pas encore grand-chose qui est fait, donc il y a beaucoup de croissance dans ce secteur. Mais néanmoins, il y a aussi beaucoup d'intérêt et de réflexion à avoir sur l'utilité de nos solutions, et notamment comment on comptabilise financièrement le fait de sauver des vies, par exemple. Ce qui est juste assez complexe à faire. Et donc, tout ce que je viens de vous dire, je l'écris aussi. Donc, j'avais eu l'occasion, moi, d'écrire un livre avec Jean-Hervé Lorenzi, et puis d'autres économistes, il y a maintenant quelques années. Pardon. Le titre, il correspond un peu à ce que je vous présente aujourd'hui, puisque c'était choc démographique, rebond économique. Et puis, et déjà dans ce livre-là, on parlait de la réforme des retraites qu'on vit en ce moment. Et puis d'autres livres, un sur les startups, parce que pendant 10 ans, j'ai fait que ça à Silver Valley. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui investissaient beaucoup d'argent dans des startups qui, au départ, dans leur ADN, en fait, dans la proposition de valeur, on savait dès le départ que ça ne marcherait pas. Ce qui explique qu'il y a 94% des startups qui naissent en France qui vont mourir 3 ans après, et que dans les 6% qui restent, il y en a à peine 2 ou 3% qui sont rentables. Donc ça pose une question aussi sur l'utilisation de l'argent public pour financer des entreprises qui, à moyen terme, malheureusement, ne sont pas viables. Et pourquoi faire tant d'efforts sur plein d'enjeux alors qu'il faudrait peut-être les concentrer sur des grands défis? Je parle des efforts financiers et notamment sur tout ce qui tourne autour de l'écologie, évidemment, mais également de la démographie. Et puis un dernier livre, puis j'arrêterai de parler de moi, un livre sur le fait que je pense qu'il faut combiner responsabilité et rentabilité. C'est quand même le nerf de la guerre quand vous êtes une entreprise. Même quand vous êtes une association, il faut un équilibre de votre budget. Même si vous ne cherchez pas à être lucratif, il faut quand même qu'au bout du compte, les dépenses rejoignent les recettes. Et donc, du coup, il y a pour moi un enjeu qui est de mettre le mot responsabilité avant le mot rentabilité dans les modèles des entreprises. Et dans ce livre-là, on a interrogé une vingtaine de patrons d'entreprises, de Dominique Schelcher, qui est le patron de Système U, en passant par Thibaut Castalli, le patron de Thibaut Lamarck, pardon, le patron de Castalli, jusqu'à des personnes que vous entendez régulièrement, Jean Moreau de Phoenix, Eva Sadoun de l'ITA, etc., etc. Donc, j'en viens maintenant à ce matin. Et donc, ce matin, je voudrais en fait éveiller les décideurs que vous êtes, que vous soyez élus, dirigeants d'entreprise, bailleurs, etc., à prendre conscience que le sujet de la transition démographique, ça peut être vécu comme quelque chose d'heureux et pas forcément de subi. À nous de nous mettre au travail. Et là, il va falloir mettre beaucoup de travail justement en place pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui vivent dans les logements sociaux et qui vieillissent mieux, que les gens qui vivent dans des résidences autonomie vieillissent mieux, que les gens qui consomment, qui achètent des voitures, qui partent en vacances et des infrastructures qui soient accessibles, sans pour autant rappeler qu'elles ont 60, 70, 80, 90 ans à chaque fois qu'elles consomment un produit. Je pense ici par exemple à la carte senior qui est demandée par le contrôleur du train systématiquement à des gens qui sont très en forme mais qui ont les tempes grises. Donc c'est plein d'enjeux comme ça que je voudrais essayer de lever avec vous aujourd'hui. Et donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est tout simplement de participer à un petit questionnaire. Il y a, je crois, 8 questions que je vais vous poser et qui sont pas dans un ordre logique, mais tout simplement pour vous montrer, au travers des réponses, que le sujet de la transition démographique, c'est pas un petit sujet.
Je vous laisse vous connecter avec le petit QR code ou en mettant dans la barre de recherche kahoot.it. Alors, première question, combien d'agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années? 26%, 37%, 48%, 59%. Vous avez 30 secondes pour répondre. Alors, on s'arrête à chaque fois un petit moment sur chacune des questions que je vous donne les réponses. Donc, la bonne réponse, c'est 48%. C'est selon la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, dans un article du journal du dimanche du 19 février 2022. Toutes les réponses que je vais vous donner, je vais citer mes sources, comme ça il n'y aura pas de piège. Aujourd'hui, c'est 52 ans en moyenne le départ à la retraite. Enfin, ils ont aujourd'hui 52 ans, pardon, ces agriculteurs. Ils auront du coup dans 10 ans 62 ans. Et selon, alors effectivement aujourd'hui ça a un petit peu changé puisque maintenant on est passé à 64 ans, mais globalement ils vont être 48%. Et je vous ai pris cette question-là, pourquoi? Parce que les agriculteurs sont quand même très concernés par la transition écologique. Si ce n'est pas l'acteur qui est le plus, ça n'en est pas loin d'être le plus concerné. Il y a eu l'actualité il n'y a pas très longtemps sur une bassine d'eau, par exemple, qui pose bien des questions sur l'eau et la nourriture, parce qu'on en a besoin pour produire de l'alimentaire. Et donc, le fait que ces agriculteurs vont partir, ça pose aussi la question tout simplement de qui va produire la nourriture dans notre pays s'il n'y a plus d'agriculteurs. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on va plus avoir d'eau et probablement plus d'agriculteurs. Donc, ça pose un double problème. D'où le fait de bien concilier la transition écologique avec la transition démographique. Vous en avez un exemple très concret là. On peut passer à une deuxième question. Alors, quel est l'âge moyen des locataires du parc social en France? 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans. La réponse est 50 ans. Donc vous êtes 8 personnes, je crois 10 personnes à avoir répondu à cette réponse, qui est la bonne. Donc là, c'est une étude qu'a fait l'INSEE première
C'est le numéro 1715 du 24 octobre 2018. Alors pour la petite information, en 2016, donc les chiffres là peuvent être à revoir, mais de toute façon il faut les regarder vers le haut, il y avait 10,7 millions de personnes locataires dans le parc social. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 30 personnes, des personnes qui vivent dans les logements sociaux, qui sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc là aussi, il se pose beaucoup de questions, puisque le logement social, il n'a pas été fait pour constituer des résidences de seniors. Il a été imaginé pour permettre à des gens qui cherchaient du travail de se rapprocher de leur lieu de travail et d'avoir un toit dans lequel vivent pas très loin de leur travail pour leur permettre de supporter tout simplement le coût de l'hébergement et du logement. Donc là aussi, ça pose beaucoup de questions. Moi, pour rencontrer un certain nombre de bailleurs sociaux, je sais que la question de la transition démographique est un vrai sujet. Mais en parallèle, aujourd'hui, ils ont un autre sujet, sans toucher le coût des loyers, comment faire face à l'augmentation, par exemple, du coût de l'énergie. Et là aussi, on voit bien que transition démographique et transition écologique sont très corrélées. Donc, comme il y a aujourd'hui des dépenses significatives qui ont augmenté dans l'énergie, vous vous doutez bien que les arbitrages pour faire du service autour des personnes qui vieillissent dans le parc social, ça pose des questions sur les modèles économiques. On peut passer à la troisième question. Combien de personnes âgées de 60 ans et plus sont concernées par l'électronisme? L'électronisme, c'est cette incapacité à utiliser l'outil numérique. Le téléphone, l'ordinateur, enfin le smartphone, la tablette, Internet, etc. J'ai pas dit les réponses. Je les ai pas lues. Donc la bonne réponse, c'est 41%, selon l'INSEE, dans une étude produite le 20 décembre 2022, donc une étude assez récente. Donc 41% des personnes de plus de 60 ans sont dans l'électronisme. Et c'est un phénomène qui s'amplifie par plusieurs raisons. L'isolement social, donc vous vivez seul et vous n'êtes pas sollicité socialement. Les couples sans enfants, puisque ce sont souvent quand même les jeunes qui utilisent le digital à la maison, enfin les plus jeunes, et les moins diplômés. Donc là, on voit que les gens les plus vulnérables, en fait, se retrouvent encore plus fragilisés par le fait d'avoir un environnement qui ne les sollicite pas assez pour monter en compétence sur le digital. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque, vous le savez certainement, mais aujourd'hui, tous nos services publics, ou presque tous nos services publics, sont dématérialisés. Donc, allez vérifier si on a eu ces remboursements de la sécurité sociale sur amélie.fr, ça passe encore par le digital. Les impôts, ça passe par le digital. Les services, les banques, de plus en plus. Donc, ça pose aussi beaucoup de questions. Et là, ce qui est intéressant, et là, c'est mon côté un petit peu provocateur, c'est que je pense qu'on a créé un handicap qui n'existait pas. Et on a fait en sorte que beaucoup de personnes, et vraiment beaucoup de personnes, se retrouvent en situation de handicap parce qu'on a fait en sorte d'aller trop vite sur le digital sans avoir pris en compte le fait que beaucoup de personnes n'étaient pas encore compétentes pour les utiliser. Et ça pose un gros problème, notamment dans le service bancaire, dans les banques, où les actifs appartiennent à beaucoup de personnes qui ont les tempes grises. Et ces personnes-là qui ont les comptes souvent bien garnis, je ne dis pas tout le monde, mais quand même, il y a plus forte probabilité d'avoir des personnes de 70 ans qui ont de l'argent sur des placements financiers que des gens qui ont 30 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, ils ont beaucoup de difficultés à tout simplement utiliser tous ces outils. Et je vous fais pas ici, je vous parle pas de toute la cybercriminalité qui peut y avoir et qui engendre encore plus de stress et donc encore moins d'utilisation de tous ces services. Alors, je voudrais juste vous faire une petite remarque sur le chiffre que je viens de vous donner, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans la même case. Il y a quand même 67% des personnes de plus de 75 ans qui sont dans l'électronisme. Donc, plus vous êtes âgé aujourd'hui, plus la probabilité que vous soyez une personne qui n'utilise pas le numérique est vraie. Et évidemment, dans 10 ou 15 ans, ça sera des statistiques qui auront complètement changé,
Mais dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas où sera le monde et je ne sais pas si on aura un smartphone dans les mains et si Internet ne sera pas déjà obsolète. Donc, en tout cas, ce que ça doit éveiller comme sujet pour nous, c'est que la révolution qu'engendre une technologie, là c'est Internet, peut avoir des conséquences assez dramatiques sur la vie quotidienne de millions de personnes. Quatrième question. Combien ça coûte en moyenne par foyer et par mois, donc par foyer et par mois en 2022, de bien vieillir à domicile hors frais de logement et d'énergie? 964 €, 1064 €, 1164 €, 1264 €. Je dis bien par foyer et par mois. Donc la réponse, c'est 1164 €. Alors ça, c'est un chiffre qui a été réalisé par une étude que nous avons faite avec Le Parisien, avec la société retraite.com et Silver Alliance, pour justement savoir donner en fait un panier moyen, un indicateur économique aux Français sur le coût d'être vieux en France pendant 30 ans. Donc on a estimé, après avoir fait une étude auprès des entreprises avec lesquelles on travaille dans Silver Alliance, des devis, et en se projetant sur des scénarios de personnes âgées à 65, à 75, à 85 ans, en fonction de leurs revenus, on s'est projeté en fait dans leur vie pour savoir quels étaient les services, les produits qu'elles pourraient avoir besoin. Et en moyenne, 1164 €, c'est ce que vous allez mettre par mois pendant 30 ans pour essayer d'avoir une vie la mieux possible à domicile. On ne prend pas en compte les aides. Là, effectivement, on ne prend, c'est que du brut, là. C'est du brut. C'est quand on demande les devis aux entreprises qu'on les additionne en fonction des problématiques que vous vivez. Cinquième question. Combien de personnes ont un handicap en France? 4,5 millions, 5,6 millions, 7,7 millions, 9,3 millions. Alors, la réponse à cette question est 7,7 millions, selon une étude qu'a faite l'adresse, donc la direction générale des études et des statistiques, et donc un organisme français, qui a été faite en 2021 et en 2022 auprès de 334 000 personnes, donc 7,7 millions, ce qui représente un peu plus de 10% de la population française, puisqu'on est autour de 67 millions. Et il y a 9,3 millions d'aidants, auxquels il faut ajouter des personnes qui sont en situation de handicap. Donc là, en fait, ça vient juste quantifier le nombre de personnes concernées par les sujets liés à la transition démographique. Et je reviendrai dessus tout à l'heure, puisqu'il faut aider des personnes, mais il faut aussi aider des aidants qui aident des personnes. On en reparlera un petit peu après. Sixième question. Quel est l'âge moyen auquel on hérite? Est-ce que c'est 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans? La réponse à cette question est 50 ans. Donc 50 ans, c'est l'âge moyen où on obtient un héritage en 2018. En 1980, c'était 40 ans. En 2050, ça sera 58 ans. Là aussi, ça nous interpelle quand on essaie de caractériser la transition démographique, dans le sens où aujourd'hui, en fait, l'héritage servait entre autres à donner un peu de liquidité à des personnes qui allaient acheter un premier bien ou en tout cas améliorer leur qualité de vie.
Est-ce qu'aujourd'hui, à 58 ans, vous avez besoin de l'argent de vos parents pour pouvoir faire l'acquisition d'un premier logement? Je ne crois pas. Ou il y a quelque chose qui s'est mal passé auparavant. Par contre, c'est peut-être la question que se pose à la génération d'après. Alors, les enfants, enfin les petits-enfants des gens qui pourraient hériter. Enfin, quelqu'un pourrait hériter. Donc ça, ça vient du journal La Croix, le 20 juin 2018. 2050, c'est 58 ans. Bah, tous les 30 ans, en fait, on ajoute 10 ans. 7e question. Donc la question, quel est le montant moyen d'une pension de retraite de droit direct, tout régime confondu en France en 2020? Est-ce que c'est 1 200 €, 1 300 €, 1 400 €, 1 500 €? Et donc la réponse est 1 400 € selon l'adresse le 19 mai 2022. Donc c'est un chiffre qui est très récent. Et en France, il y a aujourd'hui 16,9 millions de personnes qui sont considérées comme retraitées. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que 1 400 €, c'est quand même légèrement supérieur au salaire minimum, le SMIC. Et donc là, on parle de 1 400 € de pension nette par mois par retraité. Donc si vous êtes deux, vous multipliez par 2. Si évidemment vous avez cotisé, que vous avez travaillé et tout ça à taux plein. Dernière question, combien de Français vivent dans un désert médical? 4 millions, 6 millions, 8 millions, 10 millions. Donc la réponse, c'est 8 millions, selon le JDD, le 5 mai 2019. Donc, comment on considère un désert médical? C'est l'impossibilité de consulter plus de 2 fois par an un médecin, faute d'en avoir un de proximité. Donc là aussi, ça interpelle, parce que vous vous doutez bien que quand on vieillit, parfois on a des problématiques de santé, ou même tout simplement sans être malade, faire de la prévention nécessite quand même d'avoir des professionnels de santé. Et je voudrais juste terminer, ça n'a rien à voir avec l'eau, quoique l'absence d'hydratation entraîne des problèmes de sarcopénie, mais le nombre de personnes qui chutent en France en 2023, selon le ministère de la Santé, puisqu'il y a un plan triennal, il y a 130 000 hospitalisations, 10 000 décès, et ça coûte 2 milliards d'euros à la sécurité sociale chaque année. Ça, c'est si on ne bouge pas et que ça reste comme c'est aujourd'hui. Donc, c'est là où je peux reprendre la zapette, je pense. Hop. Donc, à ces questions que je viens de vous poser, les réponses que je viens de vous donner, viennent en fait caractériser la transition démographique dans laquelle on est. Et évidemment, on est dans un monde en transition. Il n'y a pas que la transition démographique, il y a la transition économique, il y a la transition écologique. Donc la transition économique, c'est la mondialisation qu'on a connue et tous les changements qui sont en train de s'opérer. La transition écologique, vous en avez déjà entendu parler, mais j'en passe. La transition numérique, la transition sanitaire, la transition politique. En fait, on est dans un monde qui est chaque jour en crise et de plus en plus en crise. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on traite ces transitions de manière isolée, en silo. On ne les traite pas de manière systémique. Le mot systémique, ça veut dire tout simplement la capacité à les traiter ensemble, de manière holistique. Et donc, quand on aborde la problématique de l'économie, on met en place des réformes, on met en place des lois, mais sans mettre cette loi en tension avec les enjeux démographiques ou avec les enjeux écologiques. Et il en va de même avec la transition écologique ou avec la transition démographique ou la transition numérique. Exemple très concret, on a fait en sorte que nos vies soient digitalisées. On en a oublié qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas appris à utiliser le digital. Et donc, du coup, on a créé des problématiques.
Donc là, j'aimerais juste maintenant vous donner quelques idées qui sont pour moi des convictions, qui sont des slogans, pas de campagne, mais tout simplement qui, moi, me permettent de construire ma stratégie quand je travaille sur les sujets de la transition démographique. Je veux vous rappeler des choses basiques, que du bon sens. Dans vieillir, il y a la vie. Ça peut paraître bête, mais pour autant, quand on parle de vieillissement, souvent, on traite de la fin de vie, de la mort, de la dépendance, bref, des choses qui sont absolument pas glamour, alors que c'est un progrès aujourd'hui de pouvoir dire qu'on vieillit dans nos pays. Il y a 50 ans, on ne pouvait pas en dire de même. On a gagné 30 ans d'espérance de vie dans le demi-siècle qui vient de s'écouler. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est pas tant de donner des années à la vie, donc de donner plus d'années à vivre. Les Français, ce qu'ils attendent, c'est surtout d'avoir de la vie dans leurs années à vivre. Donc, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie. À l'espérance de vie, il faut aujourd'hui ajouter la qualité de vie. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, si vous vous amusez un peu avec les lettres de vieillir, si vous le lisez à l'envers, bah justement, vieillir à l'envers, ça veut dire lire la vie. Deuxième idée, c'est que les seniors sont nombreux. Je vous ai donné, vous l'avez bien vu là par les chiffres, ils sont nombreux aujourd'hui, ils vont être encore plus nombreux, ils vont être encore plus âgés dans les 20-30 ans qui arrivent. Et pour autant, notre regard, il est ailleurs. On n'affronte pas les problèmes. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi sur le vieillissement. Elle est traitée par quelques députés. Et ça reste une proposition de loi sur le vieillissement. Donc, ce n'est pas une loi. On va proposer potentiellement à ce qu'il y ait une loi pour faire en sorte que notre société prenne en compte les enjeux de la transition démographique. Est-ce que ça, et ça c'est le côté un peu provocateur, est-ce que ça c'est ce qu'on attend de la France? Est-ce que ça c'est être responsable? Est-ce que ça c'est être prêt à affronter la transition démographique qui va avoir plein de conséquences dans notre économie? Alors, on sait que pour s'occuper des personnes qui vieillissent à domicile, il va falloir de la main-d'œuvre. Il va falloir des personnes pour faire le service à la personne. On sait qu'aujourd'hui, la grande bataille des acteurs dans le service à la personne, c'est pas tant sur le recrutement de clients, parce que ça, ils en ont plein. C'est surtout sur avoir des personnes qui vont travailler pour pouvoir honorer les prestations de ces clients. Et après ça, c'est comment on valorise tous ces métiers pour que justement ces personnes soient reconnues par notre société, faisant des jobs, des métiers qui ont de l'intérêt, de l'utilité, avec des compétences. Est-ce que c'est normal qu'en 2023, des acteurs qui font du mandataire, donc où il y a un particulier employeur, est-ce que le particulier employeur peut contractualiser l'accompagnement d'une personne qui vieillit avec une personne qui n'a pas de diplôme pour s'occuper d'une personne âgée qui est en perte d'autonomie? Ma réponse à moi, elle est non. Si vous voulez faire en sorte qu'on valorise ces métiers, qu'on les rende attractifs, bah, il faut simplement valoriser leurs compétences, leur savoir-être, leur savoir-faire faire, leur savoir-faire faire. Et ça, c'est des vrais enjeux. Aujourd'hui, on ne les traite pas. Alors, est-ce que c'est un déni de notre société sur le vieillissement? C'est probable. Est-ce que c'est un manque d'ambition et de courage? C'est fortement probable. Est-ce que aujourd'hui, les acteurs qui travaillent dans ce secteur-là sont un petit peu désemparés par les agitations politiques? Ça, je vous le confirme. Et donc, juste pour donner quelques chiffres, entre 2020 et 2050, donc c'est pas hier, c'est notre projection là dans les 30 ans qui viennent. Moi, en 2050, je serai presque à l'âge de la retraite. Il y aura donc 40% des plus de 65 ans. Ils sont à peu près, je crois je l'ai dit tout à l'heure, il y a 17 millions de Français qui sont à la retraite, donc je vous laisse faire les projections. Il y aura 100% de plus de personnes de 75 ans. Il y en a 4,1 millions aujourd'hui. Et on sait qu'en moyenne, ces personnes-là, à 75 ans, c'est l'âge pivot où on a des problématiques de santé, ce qu'on appelle les incapacités. Et il y aura 240% de plus de 85 ans. L'âge moyen d'entrée en EHPAD, c'est 88 ans. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là, c'est potentiellement des clients aux maisons de retraite, sauf qu'aujourd'hui, on ne construit plus de maisons de retraite. Donc ça va poser d'autres problèmes. Et construire la maison de retraite du futur, il ne va pas falloir l'anticiper 3 ans avant 2050. C'est maintenant que ça se passe. 3,
Il y a de l'or dans Senior. Alors ça, c'est un livre. Et puis, j'ai ajouté derrière ce livre, tout comme sur vos territoires. Dans territoire, il y a aussi le mot or. Et donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des actions centralisées, des politiques centralisées. Il faut que ça soit décentralisé, il faut que ça soit vécu localement. Et je pense que la Banque des territoires, par ses actions auprès des petites villes de demain ou de toutes les collectivités, a sa carte à jouer sur ce secteur d'activité. Parce que là, on est confronté à un véritable phénomène d'étranglement, puisqu'on se retrouve sur des territoires où il y a moins d'activité économique, et c'est sur ces territoires où il y a le moins d'activité économique qu'il y a le plus de déserts médicaux et qu'il y a évidemment plus de personnes âgées. Et pour autant, on a une santé, ou en tout cas on a un système de santé qui risque de fonctionner à plusieurs vitesses, avec ceux qui vont avoir les moyens de vivre dans des villes où il y a du temps médical disponible, et ceux qui sont défavorisés et qui n'auront peut-être pas ce temps médical en province, sur des territoires où il y a des déserts médicaux. Et pour autant, je vous rappelle juste que pourquoi on dit que dans Senior, il y a de l'or, et c'est pas un gros mot. Toute leur vie, ils ont capitalisé, donc ils ont beaucoup d'épargne. Cette épargne-là peut être significative pour certains d'entre eux. Ils ont beaucoup de temps libre. Et heureusement qu'ils ont du temps libre parce que c'est eux qui permettent de contribuer au développement de nos associations partout. Et puis, c'est eux qui sont concernés par le risque de dépendance, puisque quand on vieillit, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on peut tomber dans la perte d'autonomie. Mais je dis bien on peut tomber en perte d'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir parce qu'on est Alzheimer et qu'on va mourir en maison de retraite. Il y a encore beaucoup de Français qui vieillissent et qui meurent. Tout simplement parce que notre programme génétique s'arrête à un moment donné, c'est le cycle de la vie, et il meurt en dormant un soir sans jamais se réveiller. Donc ça devient les seniors sont aujourd'hui des forts moteurs de consommation. J'ai un chiffre à vous donner que je ne vous ai pas donné tout à l'heure. 54% des dépenses totales qui sont faites dans la consommation française, donc je répète, 54% des dépenses totales qui sont faites dans la consommation française sont faites par des personnes âgées de plus de 50 ans. Étude du Crédoc en 2015. Donc ça veut dire que ces personnes-là, elles ont aussi vieilli 10 ans depuis que cette étude, ça fait 8 ans, qu'elle a été faite. 4. Les seniors ne sont pas une cible homogène. Ils ont des besoins, ils ont des envies, ils ont des projets, ils ont des ressources qui sont différentes. Pour autant, on les traite tous à la même enseigne. Le retraité qui a 75 ans et qui vit à Paris, c'est pas le retraité qui a 75 ans et qui vit au Mans, en Sarthe, ou à Nantes, dans les Pays de la Loire, ou à Saint-Raphaël, en région PACA, ou à Tulle, en Corrèze. Ils ont certainement d'autres projets de vie, d'autres envies, ils sont impliqués différemment sur leur territoire, ils ont certainement des ressources financières qui sont différentes, et c'est pas ceux qui ont le plus de moyens qui vieillissent le mieux. C'est peut-être ceux qui ont le plus d'engagement, qui se sentent tout simplement plus engagés dans des actions qui les animent. Et ça, c'est des vrais sujets. Moi, en tout cas, ça me perturbe quand on met les retraités, les personnes âgées, les seniors dans une même case, alors qu'on sait pertinemment que ce ne sont pas tous les mêmes et que avant d'être retraité, on a vécu dans une société ultra personnelle où chacun... D'ailleurs, c'est peut-être un des problèmes, un des maux de notre société aujourd'hui, c'est que chacun regarde toujours à l'aune de son nombril et pas assez à l'aune des autres. C'est la même chose qu'on vit quand on est à la retraite. Et il y a une étude qu'avait fait le cabinet de conseil Adjuvance, qui est disponible, je crois, dans Le Parisien, que vous pouvez retrouver. Ça a été fait en 2016, où il y a une matrice entre la génération à laquelle vous appartenez et le projet de vie que vous voulez avoir à la retraite. Et c'est très intéressant. Vous avez des retraités qui sont très actifs et d'autres qui sont repliés sur eux-mêmes parce qu'ils n'acceptent tout simplement pas d'être retraités. 5e point, la transition démographique va modifier toutes nos certitudes. Alors, je vais prendre 2 minutes parce que c'est là le sujet qui, moi, m'intéresse le plus. Tous les secteurs d'activité, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire dans les années qui viennent, tous les secteurs d'activité sont impactés par la transition démographique. Exemple très concret. Patron je l'ai cité tout à l'heure, Dominique Schelcher, le patron de Système U, dans sa stratégie, aujourd'hui, il doit faire face à l'inflation, à la numérisation de son activité,
à la digitalisation de son activité et au vieillissement de la population. Parce que plus les gens vieillissent, plus il est très probable qu'ils viennent de moins en moins dans les centres commerciaux parce qu'ils vont avoir des problèmes de mobilité. La réponse, ça ne peut pas être « va en ligne sur le site superu.fr et commande sur le Drive » parce qu'ils n'utilisent pas Internet. Donc, du coup, il faut que ce type d'acteur imagine des solutions ou trouve des partenaires territoriaux pour continuer à apporter les courses d'une personne qui va s'alimenter pour tout simplement éviter de tomber dans la maladie. Parce que si elle ne boit pas de l'eau, si elle ne mange pas des produits, des protéines, etc., si elle n'a pas un régime alimentaire, une hygiène de vie, le risque, c'est qu'elle se sédentarise. Et la sédentarisation égale hospitalisation, égale tous les problèmes qu'on connaît. Et ça a des coûts directs pour notre système de santé. Donc, vous voyez que là, il y a un enjeu pour ce type d'acteurs. Je vous ai parlé tout à l'heure du système bancaire qui doit aussi faire face au fait d'avoir tout digitalisé. Et une grande partie, et ça je le sais moi, d'acteurs qui sont de banques privées, de direction générale de banques privées dans des groupes très connus en France, qui sont confrontés aujourd'hui à ne plus savoir comment faire. Les conseillers ne savent plus, et c'est un vrai sujet, hein. L'AMF et la PCR, les deux organismes qui réglementent le secteur bancaire, ont fait une étude en 2018 où la personne âgée vulnérable est devenue en tant que telle un produit, dans le sens où comment je fais en tant que conseiller bancaire quand j'ai face à moi une personne qui commence à avoir des troubles neurologiques, mais que je ne peux pas lui dire, madame ou monsieur, vous avez des troubles neurologiques, donc il va falloir qu'on fasse autrement dans la gestion de vos comptes bancaires. Donc là, il y a un problème. Et le problème, c'est que ce problème-là n'étant pas traité aujourd'hui, ou pas suffisamment traité, le risque, c'est que les ayants droit, donc ceux qui vont potentiellement hériter, changent de banque parce qu'ils estimeront que la banque n'a pas fait le travail pour leurs parents. Dans l'habitat, alors ça c'est quelque chose qui doit vous concerner. Moi je travaille avec une société, une foncière immobilière du médico-social qui s'appelle Eneal. J'interviens auprès de gestionnaires pour mesurer leur offre de service. Je le fais avec d'autres acteurs. Je suis à chaque fois surpris de la qualité de l'architecture des biens qui ont été pensés il y a 30 ou 40 ans et qui n'ont pas du tout pris en compte le fait que l'environnement pouvait être en fait un obstacle à la réalisation de ces habitudes de vie. Dès lors que vous mettez des marches partout et que vous êtes en fauteuil, vous êtes condamné à rester chez vous. Alors c'est peut-être un peu radical ce que je vous dis, mais c'est un peu la réalité. Dès lors que vous mettez en place une salle de bain où vous ne pouvez pas accéder en fauteuil dans la douche, quand vous avez mis en place une douche à l'italienne, mais ce n'est pas le cas dans toutes les salles de bain en France, vous êtes aussi condamné à plus vous laver, ou en tout cas ce moment privilégié que vous avez avec votre corps, vous ne pouvez plus l'avoir. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Autre exemple qui va vous parler sur la transition démographique, c'est au niveau des fédérations sportives. En 2024, il y a un petit événement en France qui s'appelle les Jeux Olympiques. Toutes les fédérations sportives aujourd'hui perdent des abonnés chaque année, des licenciés. Pourquoi ? Parce que notre société vieillit. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, il naît plus de seniors que de bébés. Il naît un senior toutes les 32 secondes versus un bébé toutes les 45 secondes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fédérations sportives du foot, du tennis, du rugby, toutes celles que vous connaissez, perdent aujourd'hui des clients, des licenciés. Le risque de ça, c'est qu'un jour, elles n'aient plus les moyens financiers de continuer à fonctionner. Donc, il faut inventer de nouveaux sports, de nouvelles pratiques pour des gens qui ont peut-être aujourd'hui plus de 35 ans, parce qu'à 35 ans dans le sport, vous êtes senior, et continuer à pratiquer des loisirs comme c'est possible. Et ça va drainer aussi toute une économie. Les équipementiers, par exemple, qui vont réfléchir à comment vous lacez, vous délacez vos chaussures, etc. Alors, je sais que là, je suis un petit peu loin de la transition écologique quand je vous parle de tout ça, mais c'est simplement que à la télé, on parle beaucoup de transition écologique. Moi, je voudrais encore une fois vous rappeler les enjeux de la transition démographique qui sont tout aussi importants que ceux de l'écologie. L'écologie, c'est s'occuper de la planète. La démographie, c'est s'occuper de l'humain. Donc, c'est bien de s'occuper et de la planète et de l'humain. Et c'est l'humain qui, aujourd'hui, accélère un petit peu les problématiques de l'écologie.
Donc sur la santé, je vais le passer. Sur les transports, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites au niveau de la SNCF, au niveau de Transdev, dans tous les acteurs de transport collectif, pour savoir comment tout simplement rendre les infrastructures plus accessibles. Les infrastructures, c'est aussi les gares, c'est le dernier kilomètre pour aller à la gare, c'est les métros en ce moment, ils ne marchent pas à Paris, mais c'est comment on se déplace dans les métros quand il y a 50 marches à parcourir avant d'accéder au métro. Et c'est tous ces éléments-là. Et quand vous faites la somme de tout ça, vous vous rendez compte que finalement, toutes les problématiques qu'on pourrait lever en pensant aux produits, aux infrastructures, aux services pour la transition démographique, pour des personnes qui sont les plus âgées, au final, si on trouve des solutions pour ces personnes-là, en fait, ça sera des solutions qui seront indolores pour tous les autres. Donc, s'il n'y a plus de marche, ça ne crée pas de problème pour la personne qui a un fauteuil ou pour la personne qui pousse une poussette avec son enfant dessus, etc., etc. 6e point, au cœur de la transition écologique, il y a la transition démographique. Et au cœur des deux, ce qui fait la jonction des deux, c'est l'homme. C'est encore l'homme qui produit, c'est encore l'homme qui vieillit. Et c'est parce qu'on a bien produit qu'on a bien vécu, dans le sens où c'est parce qu'on a fait des progrès qu'on a réussi à donner justement des années à la vie. Donc aujourd'hui, on est face à, en fait, à un dilemme. Mais ce n'est pas une personne qui va trouver la solution, ce n'est pas un Dieu qui va nous la donner non plus, ou un Messie, c'est nous-mêmes. C'est nous qui devons être responsables et être acteurs du changement et de cette transition. Et donc ça passe par une prise de conscience collective que s'il y a des enjeux écologiques, il faut aussi qu'on prenne en compte les enjeux démographiques pour que ces deux enjeux cohabitent au sein même de politiques, de stratégies, d'entreprises ou de politiques publiques quand il s'agit des pouvoirs publics. Pardon. 7. L'idée d'un habitat qui est souvent anxiogène. Alors là, vous voyez une photo qui caractérise quand même pas mal de choses qui sont, de situations qui sont celles de pas mal de personnes en France. C'est qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, justement au tout début de votre retraite, je vais refaire ma salle de bain, je vais me faire une super baignoire avec un peu de jacuzzi, etc. Pour ceux qui ont les moyens, mais il y en a quand même qui les ont. Et puis au final, quelques années après, vous n'allez plus l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça va devenir pénible de chevaucher la baignoire pour entrer dedans. Et ça vient même parfois accidentogène. Et c'est dans cet espace, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette photo, c'est exactement dans cet espace qu'il y a le plus de chutes aujourd'hui en France, dans la salle de bain. Et donc là, on voit qu'en termes de conception, et je sais que c'est un sujet pour les bailleurs, parce que ça veut dire comment on va aménager les salles de bain dans les logements sociaux, dans le parc social, le sujet de la salle de bain est clé. Parce que le sujet de la salle de bain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un rapport avec soi-même et son corps. Et c'est important parce que c'est ce qu'on appelle la dignité. Se laver, c'est pas un acte anodin, ça fait partie des besoins primaires autant que manger ou respirer. Et puis l'enjeu, c'est que face à une augmentation importante du nombre de personnes âgées, si on ne transforme pas les salles de bain, le risque, c'est qu'on ait plus de gens qui restent chez elles parce qu'elles ne se sentent pas en accord avec elles-mêmes, parce qu'elles sont plus dignes, ou parce qu'elles ont peur de chuter, elles ne se lavent plus. Donc ça, c'est des vrais enjeux qu'il va falloir effectivement traiter. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui est fait par l'État, pour justement aider les Français et les aider, ceux qui sont le plus vulnérables et fragiles, à modifier leur salle de bain, on voit que c'est des mesurettes. Vous avez certainement entendu parler de la prime Rénov'. On a mis des milliards. Là, on est en train de mettre des centaines de millions sur la prime ADAP, qui, pour le moment, n'a pas été déclenchée et dont on ne connaît pas encore le calendrier d'exécution. Ça, c'est un vrai sujet. Et oui, ça va être en fonction de conditions de ressources, d'âge, etc. Mais évidemment, ça va être pour les personnes qui vieillissent. Et ça a des enjeux qui sont, c'est des enjeux qui sont majeurs. On ne peut pas demander à un bailleur de revoir son parc social, de le faire en sorte qu'il ait un impact carbone neutre, que son bâtiment même produise de l'énergie, parce qu'on va essayer de faire en sorte qu'il soit producteur d'énergie, sans penser en fait aux personnes qui vivent dans le lieu et qui elles-mêmes vont avoir des problématiques au quotidien pour se laver parce que la salle de bain a été mal pensée. Donc, un plan ambitieux, une stratégie financière ambitieuse, ça serait de dire
prime rénov plus prime adapt pour adapter le logement social, mais pas l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, parce que le risque, c'est qu'on va faire les deux et qu'on va certainement casser ce qui a été construit pour faire de la prime rénov, pour ensuite faire de la prime adapt. Vous voyez le sujet, il doit être pris de manière systémique. Dernier sujet, ce qui n'est pas un sujet anecdotique, parce que je pense que ça peut être la solution qui va permettre de trouver des solutions aux problèmes que je vous ai listés avant, c'est combattre l'agisme qu'on a dans notre société. Il faut qu'on change le regard sur la vieillesse. Aujourd'hui, les vieux sont considérés comme des vaches à lait, et je suis dur quand je dis ça, même si ça évolue. On les considère comme des gens grabataires, ils n'ont pas de voix, ou très peu de voix, alors que c'est eux qui votent le plus aujourd'hui dans les élections. Et dans notre vie au quotidien, on fait preuve d'agisme. Mais moi le premier, en considérant les personnes âgées, avant tout, comme des enfants, en les infantilisant sur un certain nombre de pratiques et dans la vie de tous les jours. Donc il faut qu'on change le regard sur l'agisme. Nous, au sein de Silver Alliance, on a lancé une action qui s'appelle Rêve de senior, qui est une action qui consiste à réaliser les rêves. Et pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on s'est aperçu, dans la bibliographie, dans l'état de l'art sur les rêves en sciences psychologiques, qu'on étudiait beaucoup les rêves des enfants et très peu les rêves des personnes âgées. Et pour autant, on sait que c'est dans le rêve que se construisent en fait vos projets de vie, vos envies. Donc si vous n'avez plus de rêves, c'est problématique. Et puis dernière information que je voulais vous donner, je me doute qu'après tout ça, après tout ce que je viens de vous donner, si vous n'êtes pas encore sensibilisé aux enjeux de la transition démographique, vous allez me demander par quoi je commence. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? La première chose à faire, c'est de vous informer, puis après peut-être de vous former, et puis surtout après de collaborer avec les acteurs de votre territoire sur ces enjeux. Alors se former, là c'est 3 mots qui sont génériques. Vous informer, c'est peut-être en consultant des guides comme nous on produit chez Silver Alliance, mais il y en a d'autres. Et celui-là, il est gratuit. Et si vous en avez besoin, vous le commandez et puis on vous l'enverra ou vous le téléchargez en ligne. Se former, c'est à des méthodes et notamment de savoir-être. Et puis, par exemple, à des simulateurs de vieillissement, comme fait Sophie, qui est présente aujourd'hui, de Senior Sphere. Se former, c'est tout simplement avoir comment on rentre en empathie avec une personne âgée, comment on comprend une personne âgée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, encore une fois, en termes de compétences. On va vous former en tant que directeur de résidence-service, on va vous former en tant que directeur d'EHPAD, on va vous former en tant qu'infirmier, en tant que médecin, en tant qu'auxiliaire de vie. Mais à aucun moment, on vous a appris aux attitudes, à la posture à avoir face à un public qui est âgé. Et c'est des petits détails qui tuent, mais c'est dans le détail que se niche la valeur. C'est par exemple, dans vos plaquettes, que vous soyez une association ou une entreprise, dans vos plaquettes, dans l'explication. Si c'est écrit en tout petit, la personne ne va pas vous dire « je vois rien », parce que si elle vous dit ça, elle se met dans une situation où elle est en aveu de faiblesse. Donc elle va prendre votre documentation, et puis elle la lira quand elle aura le temps. Mais elle ne la lira jamais, parce que c'est écrit en tout petit. Donc c'est vous, en tant que concepteur, en tant que marketeur, en tant que directeur de la communication d'une collectivité, etc., de penser à des outils de communication qui sont pensés pour des personnes qui ont des usages spécifiques. Et en écrivant gros, finalement, vous écrivez gros, ça permettra à tout le monde de voir. Des petits détails, c'est la couleur le bleu que vous mettez versus le rouge sur un fond d'écran, etc. En fonction des couleurs que vous utilisez, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de vue. Donc les problèmes de vue, ça peut être un peu de glaucome, un peu de cataracte, un peu de DMLA, toutes les problématiques de vue. Et il y a 100% de chances qu'à 80 ans, vous ayez 100% de chances d'avoir des problèmes de vue. Ça, si vous ne faites pas en sorte que les choses soient bien vues par la personne qui va les lire, alors le risque, c'est qu'elle les lise jamais. Et donc, vous aurez fait peut-être la meilleure solution, mais qui est mal... la courroie de distribution n'aura pas été pensée correctement. Donc, le savoir-être est majeur
mais vraiment, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Si vous saviez le nombre d'entreprises, de directeurs de résidence, d'auxiliaires de vie, que je vois dévoués pour les personnes âgées, dans la manière de travailler avec elles, mais que je vois dépourvus de savoir-être face à ce public, c'est déconcertant. Et en fait, on passe à côté d'une vente pour une entreprise, on passe à côté d'une action à un gros impact pour une association. D'ailleurs, les deux sont possibles. On peut aussi vendre en association et avoir de l'impact dans une entreprise. Ce n'est pas le sujet. Et ça, c'est clé. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de la police sur un document, mais je pourrais aussi vous parler de la qualité de votre langage. C'est-à-dire que si vous parlez à voix basse, en regardant le sol, une personne âgée, elle ne vous comprend pas. Il faut parler à voix haute, il faut articuler, évidemment, et ils attachent certainement plus d'importance à la politesse, par exemple. Et ça, c'est des petits détails, encore une fois, qui sont très importants. Donc ça, c'est si on veut faire de la transition démographique. Et donc, pour conclure, moi, mon propos... Pardon. Voilà. Donc, mon propos visait à essayer de vous montrer qu'aujourd'hui, dans le champ des transitions, si l'enjeu de l'écologie est très important et qu'il faut l'intégrer dans nos modèles d'entreprise, dans nos infrastructures, dans la manière dont un bien va être pensé, dans la manière dont on va consommer de l'énergie dans un logement social, il faut aussi penser, pas qu'à l'infrastructure, mais aussi à la personne qui vit dedans. Et donc concilier les deux. Aujourd'hui, on n'est pas dans une logique... Je l'entends beaucoup, moi, d'élus locaux, etc. On n'est pas dans une logique de dépense, là. On est dans une logique d'investissement. Un investissement, ça nous permettra d'avoir de l'impact à plus ou moins long terme. Donc, il faut investir massivement dans ce secteur-là pour pouvoir se garantir les chances de bien vivre et de bien vieillir en France et surtout d'éviter d'avoir plus de problèmes aux problèmes qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça le sujet. Parce que là, pour le coup, on continuera à mettre des rustines sur des jambes de plâtre. On continuera à mettre des pansements alors qu'il faut changer, justement, et penser le changement. Et ça, c'est des sujets qui sont au cœur des enjeux des territoires, au cœur, en fait, des enjeux de chaque acteur économique de notre société en France en 2023. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le... Est-ce qu'il y a eu des réactions, Camille, sur le chat? Alors, sur le digital, Ouais. qu'en est-il des autres pays? Dans l'évolution, dans l'accès au numérique? Oui. Alors, il y a une étude que tu nous avais présentée, Sophie, sur l'usage du numérique dans les pays du monde, notamment aux UK, en UK et d'autres pays. Enfin, moi, à ma connaissance, je connais un petit peu la Chine et je connais l'Amérique du Nord. À ma connaissance, les enjeux qu'on vit aujourd'hui, ça se saurait si la France c'était le dernier de la classe, et ça se saurait aussi si la France est la championne du monde. Je pense que les enjeux sont peut-être pas les mêmes parce que nos systèmes de santé sont un petit peu différents, les ressources, etc. sont un petit peu différentes. Néanmoins, l'usage du numérique, il est tout aussi mauvais par des personnes âgées au Canada, versus en Scandinavie, versus en Allemagne. Et je ne vous parle pas de l'Afrique, quoique en Afrique, ils ont été beaucoup plus vite parce que le téléphone est arrivé beaucoup plus vite dans leur vie. Donc, je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait un pays où il y ait 100% des gens qui soient des technophiles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. On est un peu meilleur en Europe du Nord, où on voit bien que même le UK devance la France et l'Allemagne. Je dirais qu'il y a vraiment l'Europe du Nord, là où on a vraiment des pays qui sont assez avancés et avec une population qui est très digitalisée, y compris à des âges avancés. Ensuite, on a la France, l'Allemagne, je dirais qu'on est au milieu. Et puis le sud de l'Europe, là où il y a quand même beaucoup de progrès à faire, notamment en Italie, là où les seniors ne sont pas du tout ou très peu digitalisés. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Camille? Non, c'était que sur le digital. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez parlé
de projet de loi, mais me semble-t-il, il n'y aura pas de loi vieillissement dans le quinquennat qui se termine en 2027, enfin dans le quinquennat actuel, ou je me trompe? Qu'en est-il? Alors c'est une bonne question. Je crois que personne n'a la réponse. Il y a un projet de loi qui est porté par des députés. Alors un projet de loi qui est porté par notamment Annie Vidal, qui est députée Renaissance, donc le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, qui doit présenter au président de la République son projet de loi. Moi, j'ai pas. Alors, je l'ai lu et je dois l'avoir demain, moi, à l'Assemblée nationale, parce que pour moi, dans cette loi, il manque beaucoup de choses. On parle beaucoup de la maltraitance. On parle beaucoup du rôle social des personnes âgées dans notre pays. Et on y parle beaucoup aussi de la politique de prévention de santé et des nouvelles formes d'habitat, et notamment les habitats inclusifs. Bon, quand on a dit ça, on peut être que d'accord, mais par rapport aux propos que je viens de vous tenir ce matin, on est loin, très loin des enjeux. Moi, mon petit challenge à moi, c'est de faire en sorte que ce sujet que je viens de vous exposer ce matin soit un projet en fait de société et qui fasse qu'en 2027, on puisse en débattre. J'aimerais, et je vous le dis très franchement parce que je suis républicain, que le sujet des présidentielles de 2027 soit pas un sujet où j'ai à choisir entre un parti, n'importe lequel, d'extrême et un parti fébrile, parce que pas de ligne, pas d'espérance, pas d'horizon, pas de stratégie. J'aimerais que le sujet du vieillissement de la population, qui est quand même en fait le sujet de tous, parce que même les plus jeunes sont concernés par ce sujet-là, parce que ça va leur permettre d'avoir du boulot, de travailler dans le BTP, donc en tant qu'architecte, pour imaginer des infrastructures, mais aussi pour aller faire les infrastructures. Et je pourrais ceux qui sont dans le digital, qui imaginent des applications, des futures licornes, ils ont intérêt de penser des licornes quand même avec des clients en face. Les clients, c'est ceux qui ont aujourd'hui, qui ont vécu et qui ont vieilli, mais qui sont pas malades. Et c'est partout sur la planète. Juste un chiffre aussi que je n'ai pas donné, c'est qu'en 2100 sur la planète, il y aura 3 milliards de terriens âgés de plus de 60 ans. Donc un tiers de la population mondiale, ce qui est quand même juste énorme. Donc moi j'espère qu'on va arriver à ces sujets, et j'espère bien que ça ne sera pas porté simplement par un secrétaire d'État aux personnes âgées, mais par le président de la République, qui confiera en termes de politique générale ce sujet-là à son Premier ministre ou à sa Première ministre. J'ai écrit à Elisabeth Borne pour lui parler de la transition démographique. J'ai été épaté de voir qu'elle me réponde vite, mais qu'elle me renvoie à Roland Lescure, au secrétaire d'État à l'industrie, qui lui me renvoie à Jean-Christophe Combe, celui qui s'occupe des personnes âgées. Et j'ai pas encore obtenu de rendez-vous de Jean-Christophe Combe pour parler de ces sujets-là, et ça fait déjà 2 ans que je les ai sollicités. Donc pour moi, le sujet, il est là. Et quand je vois aujourd'hui la politique, parce que autant mettre les pieds dans le plat, je trouve qu'on est sur des mesurettes dans tous les sens, en fait. On n'a pas de projet, même sur l'écologie. Sur l'écologie, on dit qu'effectivement, il va falloir s'occuper de tout ça et faire en sorte qu'on limite notre impact carbone pour ne pas réchauffer trop vite la planète. Bon, force est de constater qu'on en parle, mais dans les actions au quotidien, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, et je pense que les décideurs, ils ont rendez-vous avec leurs citoyens sur ces sujets. Il reste une petite question de Adrien Minotte de la métropole de Lyon qui demande s'il y a des exemples de projets ou d'initiatives pour lutter contre l'agisme. Oui, je lui ai cité Rêve de senior, mais je peux lui citer aussi toutes les actions que mène la Société française de gériatrie et de gérontologie. Moi, je suis au conseil scientifique de cette société savante, et un de leurs sujets, c'est l'agisme. Donc, je pense que ça en fait partie. Je pense que si l'agisme, c'est considérer aussi que les personnes vieillissent, qu'elles peuvent avoir des problématiques. Donc, il faut aider les gens qui travaillent autour des gens qui ont des problématiques. Ce que vous faites avec la boussole des aidants, ça peut être aussi un exemple. Alors, on n'est pas sur l'agisme en tant que tel, mais pour moi, l'agisme, c'est justement
ça caractérise une société qui a peur des personnes qui vieillissent. Donc, il faut qu'on trouve cet équilibre-là, et il faut qu'on arrête de discriminer effectivement les personnes âgées. Donc, il y a ces deux actions, et puis après, il y a plein d'actions locales qui peuvent être relayées. Je pense qu'à Lyon, il doit y avoir des associations qui participent à ce type d'action. Mais par exemple, le fait de permettre à des personnes de plus de 60 ans de courir un marathon, ça fait partie justement de changer l'image. Simplement dire que sur le marathon, il ne faut pas avoir 35 ans pour parcourir, mais que c'est à tous les âges, ça permet justement de combattre les idées préconçues derrière l'âge. Voilà pour la réponse. Eh bien, je vous propose tout simplement de passer une bonne journée. Et puis, à votre disposition, si vous avez d'autres questions, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Merci à vous.